Bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés cet après-midi. Bienvenue et merci à nos 4 intervenants, présidents d'associations de nos pays voisins en Europe, Madame Jacqueline Hermance pour la Belgique, Monsieur Jean-Jacques Schanker pour le Luxembourg, Monsieur Jean-Jacques Bis pour la Suisse, et puis venant d'un peu plus loin, Monsieur Georges Espérance qui va nous parler du Québec. Merci à tous les 4 d'avoir accepté d'échanger avec nous pendant leur week-end. Donc, comme notre association Le Choix, tous nos intervenants sont présidents d'associations membres d'une fédération internationale œuvrant dans le même objectif, c'est-à-dire donner à tous la liberté du choix de sa fin de vie. Il s'agit de la World Federation Right to Die Societies, qui regroupe 58 associations appartenant à 29 pays dans le monde. Alors, nous rappelons qu'il va être question au cours de cette visioconférence de la dépénalisation de l'aide à mourir. Nous savons qu'elle n'existe pas encore en France et Denis Labelle, coprésident de notre association, fera le point de la situation en France à la suite des 4 interventions précédentes. Alors enfin, pour répondre aux questions de clarification qui nous ont été posées, nous reprécisons brièvement les 2 modalités de cette dépénalisation dans les pays qui le permettent. Alors, première modalité, l'euthanasie ou aide médicale à mourir. C'est un acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne sous certaines conditions médicales très strictes, à la demande expresse et volontaire de celle-ci. Deuxième modalité, suicide assisté ou assistance au suicide ou autodélivrance assistée. En Suisse, on utilise aussi parfois le terme de mort volontaire assistée. Malheureusement, le terme de suicide assisté est mieux connu et mieux répandu. Et c'est dommageable parce qu'il entretient des confusions avec les morts brutales par désespoir. Alors, la mort volontaire assistée est légalement possible également à la condition qu'un médecin ait jugé la demande recevable. Dans ce cas, il fournit le pentobarbital au demandeur qui doit lui-même accomplir le geste, boire la potion ou tourner la molette de la perfusion si son état physique ne lui permet plus de boire. La personne effectue en général cet acte en présence d'un tiers, accompagnateur d'une association le plus souvent, et si elle le souhaite, entouré d'amis ou de proches. Alors, comme nous le verrons au travers des présentations, souvent, seule une de ces 2 modalités est autorisée légalement dans chaque pays. Alors, au cours de cette visioconférence, vous allez avoir 5 présentations successives qui seront interrompues par des sessions de questions-réponses. Donc, pour poser vos questions, il faut cliquer sur l'espace « Messages » dans le bandeau en haut de votre écran. Vous tapez votre question, vous cliquez sur la flèche orange en bas et à droite. J'en prendrai connaissance et je les transmettrai à nos orateurs. Alors, nous allons commencer tout de suite par la Belgique avec l'intervention de Madame Jacqueline Hermance, que je vais présenter brièvement, bien qu'elle soit connue à travers ses interventions dans les médias. Alors, Jacqueline Hermance, vous êtes avocate au barreau de Bruxelles, spécialisée entre autres en droit médical. Vous êtes présidente de l'ADMD Belgique, également membre de la Commission fédérale d'évaluation et de contrôle de la loi relative à l'euthanasie. Vous participez aux travaux du comité consultatif de bioéthique en Belgique et récemment, vous avez été nommée vice-présidente de la Commission des droits du patient. Vous êtes également membre du comité d'honneur de notre association. De 2006 à 2008, vous avez été présidente de la World Federation dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez bien sûr participé très activement aux travaux qui ont permis le vote de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, sans oublier la loi également relative aux soins palliatifs qui, elle, a été votée le 14 juin 2002, et enfin la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Donc, dans votre exposé de 15 minutes, vous allez nous rappeler brièvement les conditions et les circonstances qui ont permis le vote de la loi, un bilan de sa mise en œuvre, ainsi que les évolutions qui ont eu lieu depuis 20 ans
et puis celles qui s'annoncent dans le futur. Ensuite, vous compléterez cette présentation en répondant aux questions qui vont vous être posées. Jacqueline Herman, je vous laisse la parole. Bien, merci Annie pour cette présentation. La Belgique et la loi relative à l'euthanasie, un quart d'heure. Très souvent, il me faut un peu plus de temps, mais soit. 20 ans déjà que 3 lois donc ont été votées, 2 d'initiative parlementaire, l'euthanasie et les soins palliatifs, et la 3e d'initiative gouvernementale, les droits du patient. C'est très important par rapport à notre droit médical en Belgique et concernant également les conditions de fin de vie des patients. L'important aussi est à souligner, l'importance plutôt est à souligner en ce qui concerne le fait que si nous avons également abordé la question des soins palliatifs, c'était bien pour souligner qu'il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et euthanasie. Et donc, en Belgique, nous pouvons dire que nous avons une belle couverture en soins palliatifs. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais enfin, nous ne sommes pas trop mécontents de ce que nous avons réalisé. Pour ce qui concerne la loi relative à l'euthanasie, la définition, nous la connaissons, c'est l'acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Quand je donne cette définition, on n'est pas encore dans le cadre d'une dépénalisation. Pour qu'il y ait dépénalisation et que l'on sorte du champ infractionnel, il faut que l'acte tout d'abord en Belgique soit posé par un médecin. Je précise d'emblée que nous connaissons aussi bien l'euthanasie que le suicide assisté en Belgique. Il s'agit simplement d'une question de méthode, mais notre loi ne parle que de l'euthanasie dans son titre. Mais dans la pratique, il y a également des cas de suicide assisté, plus rares, mais cela existe aussi. Je parle bien de dépénalisation parce que nous n'avons pas encore passé le stade de la légalisation. Et donc, pour rappeler les conditions de la loi, il y en a 3 qui sont essentielles. Demande du patient, demande qui doit être volontaire, réitérée, réfléchie, sans pression extérieure. Demande d'un patient qui présente une affection grave et incurable et qui se situe dans une situation médicale sans issue, mais ce n'est pas synonyme, par exemple, de phase terminale. On ne parle pas de phase terminale en Belgique. Et cette affection grave et incurable cause aux patients des souffrances d'ordre physique ou psychique inapaisables. Voilà les 3 conditions essentielles: demande, affection grave et incurable, souffrance. Au-delà de ces conditions essentielles, nous avons des conditions de forme et de procédure qui permettent de s'assurer qu'il s'agit bien d'une demande volontaire, qu'il s'agit bien d'un patient qui présente une affection grave et incurable, qui lui cause des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. La première de ces conditions, et elle est essentielle, elle traverse d'ailleurs notre droit médical, c'est le point de l'information qui doit être donnée donc aux patients, aussi bien en ce qui concerne les possibilités éventuelles au point de vue thérapeutique que les soins palliatifs. Ce n'est que quand le patient est dûment informé qu'il peut effectivement prendre une décision. Et une décision qui concerne l'euthanasie, ce n'est pas évidemment une décision banale. Des entretiens aussi avec le médecin, des entretiens qui permettront au médecin de s'assurer de la persistance de la demande, de la persistance des conditions. Entretien également avec l'équipe, le médecin s'entretiendra avec l'équipe, mais ce n'est pas à l'équipe de décider, les 2 décideurs sont le patient et le médecin. Entretien avec les proches, si le patient le souhaite. Autre condition, il s'agit de s'adresser à un médecin indépendant pour obtenir une consultation. Je dis un médecin, il est possible que l'on doive également consulter un autre médecin si le décès n'est pas prévu à brève échéance. Nous avons également institué un contrôle a posteriori. Et donc, comme Annie vous l'a rappelé, je fais partie de cette commission d'évaluation et de contrôle qui a donc comme mission d'examiner les déclarations qui sont envoyées par les médecins. Si
il nous apparaît qu'il y a certains détails, certaines informations qui nous manquent. Nous demandons aux médecins de compléter ces informations. Et si nous estimons, après un vote aux 2/3, que les conditions essentielles n'ont pas été remplies, il s'agit d'adresser le dossier au parquet. En ce qui concerne les modifications législatives qui sont intervenues depuis 2002, je vais en citer deux importantes. Il s'agit d'une part de la loi du 28 février 2014 qui a étendu l'euthanasie aux enfants, aux mineurs, avec des conditions particulières. Il faut toujours que ce soit le mineur qui fasse la demande, mais il faut également l'accord des parents. Et l'euthanasie n'est possible que si le décès est prévisible à brève échéance, et on exclut tout ce qui est souffrance psychique, mais il faut traduire toute maladie, toute affection psychique, psychiatrique plutôt. Une autre intervention législative récente, qui date du 15 mars 2020, concerne d'une part la déclaration anticipée d'euthanasie, qui auparavant était limitée à 5 ans et qui aujourd'hui est à durée illimitée, et d'autre part la clause de conscience dont on a précisé qu'elle était individuelle, personnelle et non pas institutionnelle, et que par ailleurs le médecin qui entend faire valoir sa clause de conscience a l'obligation d'en informer le patient dans les 7 jours de l'expression de la première demande, et si éventuellement le médecin veut exercer sa clause de conscience dans le décours de la procédure, pour des raisons médicales par exemple, il doit bien entendu en informer le patient, mais ce qui est aussi important, c'est que dans les 2 cas, il s'agit de transférer le dossier à un médecin choisi par le patient. Je n'entrerai pas dans d'autres détails par rapport à cette question de clause de conscience, sauf évidemment si vous souhaitez avoir plus de détails. Depuis 2002, les opposants ne se sont pas, je dirais, abstenus de recours, loin de là. Recours devant ce que l'on appelait par le passé la cour d'arbitrage et qui est devenue notre cour constitutionnelle, tant ce qui concerne la loi du 28 mai 2002, la loi du 28 février 2014, lorsqu'il a été question d'étendre l'euthanasie aux mineurs, et également la loi du 15 mars 2020, concernant donc la déclaration anticipée et la clause de conscience. À chaque fois, leur recours a été rejeté. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai pris connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donc statué le 17 février 2022 sur le recours introduit par rapport aux modifications apportées par la loi du 15 mars 2020. Et quand ils ne sont pas encore satisfaits de s'être fait rejeter en Belgique, eh bien, ils songent à la Cour européenne des droits de l'homme et actuellement, une affaire est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Tom Mortier contre la Belgique. Nous nous sommes portés partie intervenante dans cette affaire. Je ne sais pas encore quand nous aurons le plaisir de plaider, si du moins nous plaiderons cette affaire. Très souvent, la Cour européenne préfère la procédure écrite, mais enfin, on verra. Et j'espère en tout cas que plutôt que de voir la Belgique condamnée, ça sera une confirmation des principes concernant cette loi, et c'est très important évidemment, non seulement pour la Belgique, mais pour les autres pays qui font partie du Conseil de l'Europe. J'ai parlé de l'évolution au point de vue législatif. Un mot concernant l'évolution au point de vue de la pratique. Cette évolution a toujours été induite par les patients eux-mêmes. Ce ne sont pas les médecins qui se sont dit au petit déjeuner, par exemple, si on commençait à s'occuper des patients psychiatriques. Non, non, c'est toujours venu de la part des patients. Les patients atteints de troubles cognitifs, je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer, les patients atteints d'affections psychiatriques, également la question des polypathologies, bien plus fréquentes chez des personnes âgées, ou encore un sujet,
je dirais, qui est sensible, mais qui est très important à mes yeux. Il s'agit de la transplantation après euthanasie. Le premier cas, en Belgique, c'était en 2005, un patient qui souhaitait obtenir l'euthanasie a insisté également pour que l'on opère la transplantation des organes après l'euthanasie. Autre évolution que l'on a vue, des médecins qui au départ étaient totalement opposés à l'euthanasie, parfois sur la base de leurs convictions religieuses, ont changé d'attitude. Et j'ai dit sur la base parfois de leur conception religieuse parce qu'il ne faut pas nécessairement instaurer un clivage entre croyants et non-croyants. Nous avons également des personnes athées qui sont éventuellement opposées à l'euthanasie. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est la prise en compte par des médecins de la demande de leurs patients, quelle que soit leur conception propre par rapport à la fin de vie. Mais même si l'on peut tirer un bilan positif et très positif de cette loi, que pas mal de pays nous envient, et d'ailleurs nous faisons face à des demandes de non-résidents, principalement des Français, qui souhaitent bénéficier de la loi belge, il y a quand même des problèmes auxquels nous devons faire face. C'est notamment la question de la relève de ce que je qualifierais des médecins pionniers. Les premiers médecins qui, parfois par conviction, ont été prêts à entendre les demandes d'euthanasie. C'est un défi, car, tout comme par exemple pour l'avortement, il ne s'agirait pas que l'on ait une magnifique loi, que l'on peut améliorer, certes, mais qui ne trouve pas application sur le terrain. Et je dois dire que nous avons des appels de patients qui disent « mais voilà, mon médecin, par exemple, m'a dit « non, euthanasie, non, 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 je ne la pratique pas. Et puisque vous parlez d'euthanasie, je mets même fin à nos relations. » Très bien. Enfin, pas très bien. Alors aussi, on a la tendance de certains médecins qui considèrent que l'euthanasie relève des soins palliatifs. Plus de temps, psychologue, etc. Et se défaussent en quelque sorte sur leurs collègues des soins palliatifs pour la suite de la procédure de la demande d'euthanasie. Je dois dire que cela pose aussi problème. Autre problème, des pressions de la part de proches qui éventuellement agitent la menace de faire placer la personne qui demande l'euthanasie sous administration et qui menace également le médecin, s'il devait passer outre et pratiquer l'euthanasie, de déposer plainte pour homicide volontaire avec préméditation pour empoisonnement et en causer la mort. C'est un souci et si je comptabilise quelque peu les cas qui me sont revenus, ce n'est pas un seul cas, c'est plusieurs cas, que ce soit en Flandre ou du côté francophone. Concernant les objectifs, je souhaiterais vivement, et je ne suis pas la seule, à ce qu'il y ait une étude transversale concernant toutes les décisions de fin de vie, que ce soit un arrêt de traitement, que ce soit des doses massives d'opiacés, que ce soit la sédation terminale, qui elle n'est pas contrôlée, ou que ce soit l'euthanasie. Ça me paraît très, très important. Et enfin, j'espère pouvoir arriver un jour à ce que la déclaration anticipée d'euthanasie ne soit pas enfermée dans le carcan tel qu'actuellement, c'est-à-dire que le patient doit être bien sûr atteint d'une affection grave et incurable, inconscient et la situation irréversible. Pourquoi ne pas permettre à des personnes de déterminer dans leur déclaration anticipée, comme la chose est possible aux Pays-Bas, le moment, le contexte, les conditions dans lesquelles ils souhaiteraient que l'euthanasie soit appliquée. Et voilà, je suis au bout de mes 15 minutes. Vous m'entendez? Très bien.
Oui, ça va. Donc, un certain nombre de participants sont bien sûr intéressés par la possibilité de partir en Belgique, demander une aide médicale à mourir. Donc, une première participante nous demande pourquoi il n'est pas possible d'obtenir la liste des médecins pro-euthanasie en Belgique. Est-ce que cette liste existe? Est-ce qu'elle est accessible à des Français? Cette liste n'existe même pas pour les patients belges. Nous ne pouvons pas donner de nom de médecin. Donc, il n'est pas question de publier, par exemple, une liste, d'autant plus qu'il y a malgré tout le fait qu'un médecin peut refuser de pratiquer une euthanasie. Donc, il est hors de question que l'on donne une liste de médecins qui sont ouverts à la question de l'euthanasie. L'on peut éventuellement orienter les patients, par exemple en fonction de leur pathologie, mais une liste, non, ça jamais. Bien. Alors, il y a beaucoup d'intérêt aussi pour le cas de personnes ayant des proches atteints de démence sénile. Une participante pose la question de savoir si en Belgique, quand une personne est atteinte de démence sénile et que la famille se déchire au sujet des dernières volontés, pourtant très claires de la personne concernée qui a peut-être demandé l'euthanasie, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à l'arbitrage d'un juge? L'euthanasie n'est pas une affaire judiciaire en Belgique et ne doit pas devenir une affaire judiciaire en Belgique. Je suis avocate, je sais ce que cela peut représenter lorsqu'on doit aller devant les tribunaux pour obtenir éventuellement la consécration de son droit. Donc, ce qui se pose pour des personnes qui deviennent démentes, soit elles ont rempli une déclaration anticipée et donc je reviens à ce que j'ai dit auparavant, soit éventuellement elles ont désigné un mandataire. Et là, on se retrouve dans la loi relative aux droits du patient. Et donc, il ne s'agira pas de parler d'euthanasie. L'euthanasie, d'ailleurs, ne peut jamais être demandée que par la personne, mais en fonction de la loi sur les droits du patient, si l'on a désigné un mandataire, c'est le mandataire qui prendra les décisions concernant, par exemple, des arrêts de traitement, par exemple, d'entamer éventuellement une sédation terminale, etc. Donc, il est important que les personnes, de toute manière, en dehors de la déclaration anticipée d'euthanasie telle qu'elle existe aujourd'hui, songent à la déclaration anticipée de refus de traitement. Et il faut souligner le fait qu'en Belgique, il ne s'agit pas de motiver son refus de traitement. Le médecin, sauf évidemment circonstances toutes particulières, devra donc, je dirais, respecter la volonté de la personne, respecter cette volonté lorsqu'elle est émise par un administrateur ou par un mandataire. Et j'insiste aussi, s'il n'y a pas mandataire ou administrateur, l'administrateur est désigné par le juge de paix, dans ce cas, il s'agira donc de suivre l'ordre prévu par la loi, partenaires cohabitants. Éventuellement, on va vers le ou les enfants majeurs, ensuite les ascendants et enfin frères ou sœurs. Mais donc, notre loi relative aux droits du patient prévoit un système de représentation de telle sorte que, pour bien des cas, la déclaration la plus intéressante, c'est celle concernant les refus de traitement, directive anticipée si vous voulez, avec désignation de mandataire. Bien, alors vous avez aussi parlé de suicide assisté et une participante voudrait savoir dans quelles conditions le suicide assisté est possible en Belgique. Est-ce que c'est les mêmes conditions que l'aide exactement dans les mêmes médicale? conditions. La différence est simplement dans la méthode. C'est-à-dire que si le choix qui est fait par le médecin et le patient s'oriente vers une intraveineuse, eh bien, il s'agira donc d'euthanasie sensu stricto. Si en revanche, il est possible que le patient puisse déglutir une potion, un sirop de barbiturique, et que c'est son choix, eh bien, il s'agira à ce moment-là d'un suicide assisté.
Alors, une personne me pose la question en anglais, bien que ce soit un webinaire en français. Est-ce que les personnes qui travaillent dans les soins palliatifs ont les mêmes positions d'ultra-catholiques qu'en France? En France, dans les soins palliatifs, il y a une opposition claire à l'euthanasie. On ne passe pas du soin palliatif, de toute façon, ce n'est pas possible en France, mais il y a vraiment une rupture entre la conception du soin palliatif et la possibilité de donner l'accès à l'aide médicale à mourir, et c'est l'une des raisons des freins en France. Est-ce qu'il y a la même opposition en Belgique? Est-ce que les tenants des Absolument soins pas. palliatifs… D'accord. Absolument pas. Et d'ailleurs, cela fait que nos médecins ou infirmiers de soins palliatifs, lorsqu'ils sont dans des congrès européens ou internationaux, sont très mal vus, notamment par leurs collègues français. Et donc, non, il n'y a pas de refus systématique. Il y a évidemment des refus de la part de certains médecins. Mais ce que j'ai souligné d'ailleurs, c'est que le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que certains médecins, oncologues, gériatres, que sais-je, ne vont pas jusqu'au bout de la procédure d'euthanasie pour leurs patients et estiment que c'est aux soins palliatifs de s'en charger. D'accord. Alors, à nouveau, une question sur à quel moment peut-on demander l'aide à mourir. Un participant demande si, en Belgique, bien que vous l'ayez dit, mais je pense qu'il faut que vous le redisiez, est-ce que l'état du patient doit être arrivé presque à la fin? Non. Il y a donc eu cette discussion lors des débats parlementaires. Certains auraient voulu limiter à la phase terminale, patient terminal, que sais-je. Et on a tenu bon. Et donc, la seule, je dirais, précision qui est apportée par rapport à un décès imminent, si j'ose dire, c'est la question du décès à brève échéance. Mais même cette brève échéance se calcule certes en jours, en semaines, en mois, jamais en années. Mais donc, par exemple, un patient qui aurait encore une espérance de vie de l'ordre de 9-10 mois pourrait encore être considéré comme à brève échéance. Et si on tombe dans la non brève échéance, dans ce cas, il s'agira de consulter, outre le premier médecin indépendant, un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie concernée. Et dans ce cas, il y aura lieu de respecter un délai d'1 mois entre la demande écrite d'euthanasie et l'acte lui-même. Mais donc, ce qui veut dire que des personnes qui sont atteintes, par exemple, d'infections neurologiques évolutives peuvent demander l'euthanasie sans être, je dirais, à l'extrémité de leur vie. Une personne qui aurait eu un accident de sport ou que sais-je et qui se retrouve tétraplégique pourra également demander l'euthanasie en Belgique. Donc, il n'est pas question ni de phase terminale, ni d'échéance brève par rapport au décès. La chose est possible, même si l'on constate en tout cas dans les chiffres que c'est de l'ordre de 13% les cas de décès à non brève échéance. Alors, une question d'un participant. Quelle possibilité existe-t-il si on souhaite partir juste par choix et ce sans problème médicaux graves ou incurables? Là aussi, vous l'avez abordé, mais je pense que ça vaut peut-être la peine que vous le reconfirmiez. Existe-t-il une possibilité en Belgique, lorsqu'on n'a pas de problème médicaux graves ou incurables et qu'on veut juste partir par choix? Ce débat existe en Belgique comme il existe aux Pays-Bas depuis le siècle dernier, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'existe pas de solution législative à cet égard. Mais il faut également tenir compte du fait que si, par exemple, c'est une personne âgée qui estime que sa vie est accomplie, je ne dis pas qu'on va chercher des polypathologies pour justifier le côté médical, mais il faut bien prendre en considération que les polypathologies qui affectent des personnes âgées peuvent être la justification médicale.
polypathologies qui peuvent causer une souffrance, qui est la souffrance, par exemple, de perdre son indépendance, son autonomie et sa conception de la dignité. Donc, les rares cas dans lesquels il n'y aurait pas de justification médicale, ces rares cas ne trouvent pas de solution légale en Belgique, mais le débat, de toute manière, existe. Merci. Alors encore, il y a beaucoup de questions, hein. Une autre question, différence entre la sédation palliative et l'euthanasie. Est-ce que c'est pertinent en Belgique de parler de cette différence ou pas? Ah, c'est certainement pertinent, d'autant plus que si on examine les données, il semblerait que la sédation terminale, sédation palliative, peu importe comment on la nomme, mais intervient 6 fois plus souvent que l'euthanasie. Et plusieurs différences. Tout d'abord, il s'agit d'un traitement qui est proposé par le médecin, dans les meilleurs des cas, avec le consentement du patient. L'euthanasie, c'est le patient qui demande et le médecin qui consent. Donc ça, c'est déjà à la base une différence. Sédation terminale, ce qu'il y a également, c'est qu'elle ne fait pas l'objet d'un contrôle. C'est assez curieux d'ailleurs que la seule décision en fin de vie qui fasse l'objet d'un contrôle, c'est l'euthanasie qui intervient pour peut-être 2 à 2,5% de l'ensemble des décès. Sédation terminale, ce n'est pas nécessairement une solution à réprouver. Elle peut être envisagée dans certains cas, mais ce qui doit aussi être souligné, c'est qu'elle doit être appliquée, pratiquée selon de bonnes pratiques médicales. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de se retrouver avec un patient dont on arrête l'alimentation et l'hydratation, mais sans, par exemple, contrôler les éventuels symptômes de douleur. Donc, moi, j'insiste sur ce point, une sédation qui est consentie peut être la solution, mais attention à une bonne pratique médicale et qu'on ne se retrouve pas avec, par exemple, des proches qui se posent la question, oui, mais quand est-ce que la mort va intervenir? Oui, mais la personne semble souffrir. Et aussi, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que en pratiquant la sédation terminale, on met fin aussi à toute relation avec les proches. Et ce n'est pas rien. Tandis que l'euthanasie permet donc aux proches, tout d'abord, de se préparer, de parler avec la personne et d'être autour du patient si, en tout cas, c'est son désir. C'est une mort accompagnée dans tous les sens du terme, c'est une mort partagée. Merci. Alors, une question, disons, d'information. J'ai prononcé le mot de pentobarbital. Est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est et si c'est bien le produit qui est utilisé en Belgique pour l'aide médicale à mourir? Je vais peut-être moins parler des noms des médicaments ou même des molécules, mais rappeler que, en fait, ce qui est pratiqué, c'est très proche de l'anesthésie, si ce n'est qu'une anesthésie, en principe, on espère se réveiller. Mais ce sont les mêmes produits médicaux qui sont utilisés pour l'anesthésie. On parle par exemple de thiobarbital ou on parle de propofol. Et donc, aux Pays-Bas, ils ont des protocoles qui sont très stricts. En Belgique, nous n'avons pas de protocole tout à fait défini, même si au cours des formations que l'on donne, nous parlons de ces médicaments administrés. Certains donc, vont tout d'abord induire une légère inconscience en utilisant donc l'hypnovel, le dormicum, qui sera suivi soit de thiobarbital, soit de propofol, avec éventuellement
en finale, quand la personne est bien inconsciente, donc un curarisant. Et donc, si l'on se réfère au suicide assisté, là, ça sera une préparation d'un sirop de barbiturique, et Jean-Jacques pourra en parler de façon plus précise que moi, mais donc un sirop de barbiturique qui est préparé par le pharmacien et qui est donc présenté au patient qui devra le déglutir. Merci. Alors, une dernière question, mais je pense que vous l'avez précisé, toujours concernant la maladie d'Alzheimer. Je crois que vous avez dit qu'il était dans les projets, mais ce n'était pas acté aujourd'hui, qu'en Belgique, quelqu'un atteint de la maladie d'Alzheimer puisse bénéficier d'une aide médicale à mourir à condition qu'elle l'ait indiqué dans ses directives anticipées. Donc, je pense que ça mériterait que vous le reprécisiez parce qu'il y a forcément beaucoup d'attentes sur cette question. Tout d'abord, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut donc présenter une demande actuelle. Si cette patiente, si ce patient a encore la capacité pour formuler la demande et s'il a encore suffisamment de moments de lucidité, la demande actuelle peut être tout à fait valable. Ce fut d'ailleurs le cas d'Hugo Claus, souvenez-vous, c'était en fait le même jour que le suicide de Chantal Sébir. Hugo Claus, sentant qu'il risquait de passer de l'autre côté du miroir, a insisté pour qu'on avance quelque peu la date de l'euthanasie et il s'est présenté avec son épouse donc à l'hôpital du Middelheim à Anvers. Ils ont encore échangé donc une flûte de champagne et se sont dit au revoir. Et ensuite, il a obtenu l'euthanasie. Donc, une demande actuelle est possible. Mais c'est toujours le problème de la personne qui, éventuellement, n'aura plus conscience d'elle-même et ne pourra plus formuler une demande actuelle. Et dans ce cas, on tombe dans la déclaration anticipée d'euthanasie avec les conditions strictes de la déclaration anticipée d'euthanasie, c'est-à-dire infection grave et incurable, inconscience et situation irréversible. Donc, à partir de ce moment-là, simplement le fait que la personne n'ait plus conscience d'elle-même n'est pas suffisant, je dirais, que pour remplir les conditions de la déclaration anticipée, car elle continue éventuellement à s'alimenter, à marcher, etc. Ce n'est que vraiment à la fin de sa maladie d'Alzheimer, lorsqu'elle ne répond plus à aucun stimuli extérieur, qu'elle est alimentée artificiellement, etc., que l'on pourrait considérer qu'elle est dans les conditions de la déclaration anticipée. Mais avant cela, il y a ce trou béant qu'il faudrait combler en modifiant la déclaration anticipée. Alors, il y a là une question en forme de témoignage d'un participant belge. Son médecin refuse, après discussion, de remplir le formulaire. Donc, que lui reste-t-il à faire? Il dit avec humour peut-être, je me dirigerai vers ce que j'appelle la self-euthanasie ou je partirai en Suisse. Alors, est-ce que cette situation… Que pourra déterminer les conditions, en fait, les conditions sont très semblables entre la Belgique et la Suisse pour obtenir d'un côté le suicide assisté, de l'autre côté l'euthanasie. Et donc, ce qu'il y a, c'est que il faut s'adresser, il faut changer de médecin. Voilà. Je sais que ce n'est pas toujours facile, d'autant plus que j'ai dit qu'il n'y avait pas de liste de médecins, mais nous avons des consultations médicales qui sont ouvertes en Belgique et où les personnes qui, précisément, sont en demande d'euthanasie peuvent se présenter et pour obtenir l'aide. Donc, via les consultations médicales, une solution est possible. Vas-y. Alors, une question concernant l'élargissement de la loi aux mineurs. Est-ce que c'est possible pour des raisons psychiatriques? Est-ce que c'est possible dans le futur? Est-ce que c'est envisagé dans le futur? Je ne pense pas que l'on l'envisagera pour le futur et pour différentes raisons. Parce que même pour les cas d'adultes psychiatriques, la procédure est bien plus longue. L'Ordre des médecins a rédigé des directives en cette matière et il faut se dire que
le temps pour examiner une demande d'euthanasie d'un patient psychiatrique, c'est bien de l'ordre d'un an, 1 an et demi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des non-résidents n'ont aucun espoir d'obtenir l'euthanasie pour raisons psychiatriques en Belgique. Je ne pense pas que la chose sera possible, même dans un futur proche, car ce sont des cas qui sont très délicats. Et même pour des jeunes adultes, l'on peut dire que la chose est examinée de façon beaucoup plus stricte que pour des adultes atteints de troubles psychiatriques ou encore pour des maladies somatiques. Alors, plusieurs questions concernant les personnes âgées atteintes de polypathologie. Est-ce que c'est considéré comme une possibilité d'avoir accès à l'aide médicale à mourir dans ce cas-là, pour des personnes âgées atteintes de multiples handicaps? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a plusieurs questions. Donc, absolument. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on est bien en face d'une affection grave et incurable? Et lorsque des personnes, par exemple, présentent plusieurs maladies chroniques incurables, cela peut représenter donc la polypathologie, et la polypathologie peut être considérée donc comme une affection grave et incurable. Je dirais que le caractère grave, parfois, est également donné par la question de l'âge de la personne. La vieillesse n'est pas une condition pour l'euthanasie, soyons clairs. Mais une personne âgée qui présente des polypathologies, qui n'a aucun espoir d'amélioration, la seule perspective, c'est que ça va s'aggraver. Donc, dans ces conditions-là, oui, on peut se retrouver devant un cas admissible au point de vue de l'euthanasie. Merci. Alors, on revient sur chaque cas est particulier. On revient sur le détail du délai de réponse des médecins. Une participante note qu'un délai de 7 jours accordé au médecin pour signifier qu'il fera jouer la clause de conscience, est-ce que ce n'est pas trop long? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des cas qui nécessitent une réponse urgente? La question d'euthanasie est rarement urgente. Donc, évidemment, il vaut mieux s'assurer lorsque l'on a une relation avec un médecin de sa position concernant une éventuelle demande d'euthanasie. Mais donc, il est rare que l'on soit dans l'urgence par rapport à une question d'euthanasie. La réponse, elle, à une demande d'euthanasie, d'entendre la demande d'euthanasie est urgente. Mais 7 jours, ça ne me paraît pas, je dirais, insurmontable. C'est rare que l'on se retrouve vraiment dans une situation d'urgence. Dans ce cas, je dirais que il est dommage que l'on n'ait pas une discussion préalable avec son médecin pour s'assurer précisément de sa position concernant l'euthanasie. De quelqu'un qui effectivement note que les procédures disons, sont longues lorsqu'on va à l'étranger. Et donc, elle demande comment peut-on les accompagner. Je voudrais redire que le choix est à l'écoute justement de ces questions via son adresse courriel, via son numéro de téléphone, et que vous pouvez toujours nous adresser vos questions et vos demandes d'aide, et nous nous efforçons d'y répondre. Notamment avec Madame Nathalie Andrews, qui est en Belgique et qui donc peut faciliter beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous, ça fait partie de notre rôle que d'être à l'écoute de vos questions sur ce plan. Nathalie, si tu veux dire un petit mot. Voilà, je vais conclure cet après-midi. Jacqueline Hermans, Georges L'Espérance, Jean-Jacques Bise et Jean-Jacques Schoenkert, nous vous remercions vivement pour ces interventions qui ont apporté un éclairage fort intéressant et positif sur l'aide à mourir, qu'elle se nomme suivant le pays, euthanasie, aide médicale à mourir ou suicide assisté. Merci aussi à Denis Labelle d'avoir brossé un tableau très clair de la situation actuelle en France et de ce que nos compatriotes souhaitent. Nous vous rappelons à tous que très prochainement, une rediffusion de cette rencontre sera disponible sur le site du Choix et notre chaîne YouTube,
ainsi que sur le site de la World Federation et aussi celui des associations représentées aujourd'hui. Au cours de la visioconférence, plus de 300 personnes se sont connectées par moment et certaines ont posé des questions. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore en poser, le choix est à leur disposition pour y répondre par courriel ou téléphone ou transmettre ces questions aux intervenants qui étaient là aujourd'hui. À ce sujet, d'ailleurs, je rappelle le nom des associations suisses qui acceptent d'aider les malades étrangers: Life Circle, Ex International, Dignitas et Pegasos. Leurs coordonnées sont indiquées sur notre site, tout comme celles des associations représentées aujourd'hui. Au pays des droits de l'homme, la bataille est longue et difficile. Espérons que bientôt, nous pouvons toujours rêver, il ne soit plus nécessaire de s'expatrier pour mourir dans le respect de notre choix et de notre devise qui est, certains l'ont peut-être oublié au niveau des gouvernants, liberté, égalité, fraternité. Chers amis, adhérents et sympathisants, au plaisir de vous retrouver pour d'autres réunions publiques ou visioconférences. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.